Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria et bienvenue dans une nouvelle émission dédiée à l'histoire locale de Haute-Loire. Aujourd'hui nous vous emmenons dans l'histoire d'une supercherie archéologique, ou plus ou moins une enquête sur une supercherie archéologique appelée l'Homme de la Denise. Aujourd'hui nous avons avec nous Timothée Lost. Bonjour Timothée. Et bonjour. Timothée, vous êtes originaire de Haute-Loire et passionné de géologie. Vous êtes membre du groupe géologique de la Haute-Loire depuis 2014. Vous avez beaucoup étudié les massifs du Mégale et du Mézin, ce qui a donné lieu à plusieurs publications de comptes rendus, de sorties géologiques dans le bulletin annuel de l'association Le Zircon. Après un bac scientifique, vous avez étudié les sciences de la Terre à l'université de Clermont-Auvergne pour approfondir vos recherches sur les volcans du Velay, au contact de certains enseignants-chercheurs. Vous avez fait également plusieurs stages de recherche au laboratoire Magma et Volcan, axés sur les thématiques de l'origine de l'eau sur Terre et ses diverses formes de stockage au sein de la Terre. Passionné de sciences sociales au sens large, en 2021, vous avez effectué un master de recherche en histoire des sciences à l'EHESS au sein du centre Alexandre Coiré. Vous soutenez votre mémoire en juin 2023, intitulée « Ce que le terrain fait à la science », enquête sur la persistance d'une supercherie scientifique à l'aune des concepts de savoir résidentiel et cosmopolite, le cas de l'homme fossile de la Denise, où vous analysez la persistance dans le temps long d'une supercherie scientifique. Tout d'abord, j'ai envie de citer la phrase suivante. Est-ce cette poésie grandiose dont la voile fière a entrepris la capture de vos trop précieux trésors qui a enterré dans mon cerveau mes mûres pensées et leur a donné pour tombe la matrice où elles étaient nées? En quoi cette citation de Shakespeare illustre le fait de l'homme de la Denise? Excellente question. Alors tout d'abord, je tiens à dire que j'ai découvert cette citation grâce à mon prof d'anglais donc à l'EHESS, qui aimait beaucoup Shakespeare et qui nous avait parlé donc de cette idée-là de Shakespeare. En anglais, on dit « from womb to tomb », c'est-à-dire du ventre, de l'utérus jusqu'à la tombe. Et j'ai repris cette citation parce que mon sujet de mémoire porté donc sur un objet scientifique qui est un homme fossile, alors qui en fait s'est trouvé être une supercherie archéologique. Et l'idée en fait était de réaliser une sorte de biographie de cet objet scientifique. Et donc cette citation pour moi colle parfaitement avec cette idée-là de la vie d'un objet, et notamment la vie d'un objet scientifique qu'on va considérer comme scientifique pendant un certain temps avant de se rendre compte que cet objet en fait n'est pas si scientifique que ça. Et je trouve cet objet intéressant car on peut parler bien entendu d'histoire des sciences avec, mais cet objet se raccorde beaucoup à l'art parce que c'est une supercherie, il a fallu fabriquer cet objet. Et j'aime beaucoup cette idée aussi d'utiliser la littérature pour éclairer des sujets scientifiques, puisque bien sûr mon enquête est une enquête scientifique, historique, sociologique sur cette supercherie scientifique. Et si on s'attarde davantage sur la citation, bien entendu on l'interprète nous en tant que lecteurs, elle parle des précieux trésors. Et en fait cet homme de la Denise est une sorte de trésor pour beaucoup de savants qui, à l'échelle locale, mais également à des échelles plus importantes, ont défendu ce précieux trésor à une époque, bien entendu, où l'homme fossile n'existe pas pour la plupart des scientifiques. Et donc, il faut s'imaginer qu'au XIXe siècle, en 1844, découvrir un homme fossile, c'est découvrir une sorte de trésor scientifique, puisque c'est une question brûlante à l'époque, une question scientifique de la plus haute importance, d'où cette idée de trésor qui va être défendue localement. Et puis il y a cette histoire, bien sûr, de la matrice. J'aime bien ce mot matrice parce que on verra, quand on va continuer à discuter de cette histoire, que dans le cas de l'homme de la Denise, la roche qui englobe les ossements est capitale dans l'institution de la preuve du fait que ce soit un fossile. Et il faut vraiment prendre cette citation au sens allégorique, et elle sert à imager le propos. Et puis il y a une sorte en fait la citation parle de poésie, donc bien entendu il y a une forme de poésie à parler de cet objet scientifique qui finalement aujourd'hui n'en est plus un, où il y a un objet pour un autre type de science, que sont les sciences sociales.
pourquoi est-ce qu'on parle d'un homme de la Denise? À quoi fait référence ce nom? Alors, l'homme de la Denise, en fait, tout simplement, on va utiliser à cette époque-là, mais même pendant le XXe siècle, donc le mot homme, parce qu'on découvre des ossements humains, et puis on va l'associer au nom du lieu de la découverte. Donc ces ossements humains ont été découverts au mont Denise. Donc le mont Denise est un ancien volcan situé à proximité donc, de la ville du Puy-en-Velay. Et c'est sur les coteaux de ce volcan qu'on a découvert ces ossements fossiles. Donc on parlait d'homme de la Denise, comme on peut parler d'homme de Néandertal. Hein. Donc l'homme de Néandertal a été découvert dans la vallée du Néander, tout simplement. Ou on peut parler par exemple de l'homme de la Chapelle aux Saints, qui a été découvert à la Chapelle aux Saints, tout simplement, en Corrèze. Donc c'est la localité, tout simplement. Alors, on parle bien sûr d'hommes, bien entendu. Certains, en rigolant, et la femme de la Denise, où est-elle? Alors ça, c'est rigolo, parce que dès le début, une des questions que se posent les savants, c'est de savoir si ce sont des ossements d'individus mâles ou d'individus femelles, on va dire. Et il y aurait... En fait, il y a plusieurs ossements, plusieurs individus qui ont été découverts à la Denise. Alors, entre guillemets, découverts. Hein, on y reviendra sur cette question de la découverte, et notamment, est-ce qu'on peut parler de découverte dans le cas d'une supercherie. Mais voilà, on parle des hommes de la Denise parce que c'est principalement la localité. Exposons les faits. Comment commence l'histoire de l'homme de la Denise? Alors, comment commence l'histoire? C'est toujours quelque chose de très intéressant. Et en fait, on expose les faits, mais chacun expose les faits selon ses propres intérêts, on va dire. Donc, si on se plonge dans les écrits, dans les archives de l'époque, on va se rendre compte que l'histoire commence dans la presse locale, en fait. C'est-à-dire que des notables locaux, des érudits locaux vont faire part donc, de la découverte de cet homme de la Denise dans la presse locale. Et très vite, on va discuter de ce fossile au sein de la Société d'agriculture, donc qui est une société savante, comme on a beaucoup de sociétés savantes à l'époque au 19e, dans bon nombre de villes importantes en France. On va discuter de ce fossile à la Société d'agriculture. Et un des savants de l'époque, qui s'appelait Auguste Aymar, va transmettre l'information à l'Académie de Clermont-Ferrand et à la Société géologique de France. Et on va commencer à en parler dans la communauté savante nationale. Et c'est à partir de ce moment-là où les chercheurs, les savants de l'époque, vont commencer à discuter sur ce fossile. Alors ça, c'est ce qui se passe au départ, on va dire. Et si on remonte un petit peu dans cette histoire anecdotique de la presse locale, on va se rendre compte que c'est un certain monsieur Atzclénard, donc Atzclénard c'est son nom, qui était soi-disant musicien, cabaretier, marchand forain, vigneron. On ne sait pas trop exactement qui était cette personne, mais il se trouve qu'en faisant des travaux sur son terrain, sur une petite vigne qu'il avait sur le mont Denise, il a soi-disant découvert un ossement frontal, un frontal humain, qu'il a vendu ou échangé à un instituteur à la retraite, qui était à ses heures perdues marchand d'histoire naturelle. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait un marché des fossiles important, c'est-à-dire que les carriers qui découvraient des fossiles dans les environs du bassin du Puy revendaient ces fossiles à ces fameux marchands d'histoire naturelle, qui eux-mêmes le revendaient à des collectionneurs. Donc il y avait toute une activité économique autour de ces fossiles, et bien entendu, à l'époque, un fossile humain pouvait paraître vraiment intéressant. Et ce fossile humain a été vendu, donc ce premier fossile, a été vendu à un avocat qui s'appelait Pierre-Isidore Pichot-Dumazel. Et c'est ce Pichot-Dumazel qui va en parler dans la presse locale et informer la Société d'agriculture. Alors ça, c'est pour si on se plonge dans les écrits de l'époque. Mais si on regarde plus attentivement, on va se rendre compte qu'un des membres de la Société d'agriculture avait découvert 2 mois auparavant, donc le premier, il a publié un article dans la presse locale, le 1er juin 1844, il avait découvert un homme fossile dans le Gard à Alès. Et il est fort probable que la publication de cette découverte d'un homme fossile, donc du moins soi-disant fossile, ait pu donner des idées localement aux faussaires ou à d'autres personnes. Donc pour moi, bien entendu, l'histoire de la Denise commence avec cette première découverte dans le Gard qui va donner l'idée de la découverte, et le fossile donc, du puits est découvert, la découverte est annoncée publiquement le 27 juillet 1844. À quel moment est-ce qu'on observe des doutes sérieux quant à la véracité des faits qui sont annoncés? Alors, très vite, dès le début, en fait, et c'est principalement, en fait, les savants du Puy-de-Dôme, notamment l'abbé Croiset, qui va mettre en doute
l'authenticité de ces fossiles, puisqu'on lui a rapporté la rumeur, enfin on dit que ces fossiles auraient été fabriqués et qu'un habile industriel, donc on parle quand même d'industrie, a trouvé un procédé pour en gros fabriquer de la roche et mélanger ces ossements à une matrice, une roche qui est fabriquée, et a vendu ces ossements très chers. Et effectivement, à l'époque, ces ossements se sont vendus donc à l'avocat en question, au musée du Puy, et ont été vendus cher, plus de 200 francs pour l'époque, ce qui était relativement important. Pourquoi et comment cette supercherie a-t-elle pu fonctionner pendant autant de temps? Alors peut-être qu'on peut rappeler la période historique d'ailleurs du fait de l'homme de la Denise. On commence en 1844, je pense que ça c'était au long du XXe siècle. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, pourquoi ça dure aussi longtemps? Je pense que c'est principalement dû au fait que le faux était bien fait. C'est-à-dire qu'on avait pris la peine de placer des ossements humains récents dans un endroit où on avait découvert à proximité des ossements de mammouth, des ossements de rhinocéros. Donc on avait choisi l'emplacement et puis on avait choisi des terrains volcaniques. Et donc les deux questions qui venaient avec cette découverte, c'était est-ce que l'homme préhistorique, déjà, donc, on admettait l'existence d'un homme préhistorique grâce à cette découverte. Est-ce qu'il avait connu les éruptions volcaniques en Haute-Loire? Et est-ce qu'il avait connu ces faunes disparues, c'est-à-dire le mammouth, le rhinocéros? Et donc, c'était des questions à l'époque cruciales pour la communauté savante, sachant qu'une bonne partie de la communauté savante refusait cette hypothèse-là. L'homme fossile ne pouvait pas exister. Alors, dès le début, on avait un objet original. Et cet objet a persisté parce qu'on avait justement cette matrice qui a été faite avec des matériaux pris sur le terrain en lui-même et qui a trompé même les meilleurs savants, les meilleurs géologues, puisque entre autres, par exemple, Charles Lyell. Donc Charles Lyell était un géologue britannique qui à l'époque était une des sommités de la géologie à l'époque, professeur de géologie de Charles Darwin, entre autres, et qui est venu au puits et qui lui-même considérait que les ossements de la Denise étaient authentiques, parce que cette matrice était parfaitement faite, on va dire, mais il n'a pas reconnu, ce géologue-là, l'ancienneté des ossements. Pour lui, c'était beaucoup plus récent, c'est-à-dire que pour le géologue Charles Lyell, l'homme de la Denise, enfin, ces ossements-là, n'avaient pas été contemporains des faunes éteintes et du volcanisme. Mais il avait quand même reconnu l'authenticité du fossile, c'est-à-dire que la supercherie avait fonctionné. Est-ce que cette supercherie a remis en question les méthodes de recherche et d'analyse de l'homme fossile dans le monde archéologique? Alors on peut dire oui, d'une certaine manière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à cette époque-là, donc milieu du 19e siècle, fin 19e siècle, les méthodes de recherche ne sont pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc pendant longtemps, on ne va pas pouvoir poser des dates sur les objets, sur les roches. Et donc, c'est très difficile. En fait, la science géologique est encore en train de se constituer. Et donc, on a du mal à savoir quel est l'âge exactement des formations. Et donc, c'est que bien plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, que vont se développer davantage ces technologies de datation. Et c'est seulement en 1969 qu'on va découvrir que ces ossements sont récents, même si on s'en doutait avant, et puis qu'on va pouvoir aussi dater les volcans et voir que ces ossements-là n'ont pas pu être contemporains du tout du volcanisme. Comment on peut pallier les incertitudes de l'anthropologie physique? Alors, ces incertitudes de l'anthropologie physique, il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, de quoi il retourne. C'est-à-dire que pour le monde savant, à l'époque, l'homme fossile n'existe pas. Donc il faut d'abord s'imaginer l'existence de l'homme préhistorique. Et cet homme préhistorique, au départ, c'est l'Homo sapiens, en fait. On s'imagine que l'homme préhistorique, c'était un homme comme nous. Et à partir du moment où on commence à reconnaître l'existence de cet homme fossile, de nouvelles découvertes vont avoir lieu, et puis on va commencer à se rendre compte qu'il y a eu d'autres espèces humaines, et notamment l'homme de Néandertal. Et cet homme de Néandertal, on le découvre que dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc on découvre l'homme de la Denise avant l'homme de Néandertal, et il se trouve qu'au début, on prend l'homme de la Denise pour des ossements humains, donc d'Homo sapiens, on considère que c'est à l'époque on parle de race caucasienne.
et que ce sont ces ossements humains d'Homo sapiens de race caucasienne, et que l'homme préhistorique était comme l'homme d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore cette idée d'évolution des espèces. Mais quand on va commencer à parler de l'homme de Néandertal, donc une autre espèce humaine, certains savants vont considérer l'homme de la Denise comme étant un homme de Néandertal. Pourquoi ? Parce que l'homme de Néandertal a des caractéristiques particulières, et notamment au niveau du frontal, de l'os frontal, on a un bourrelet osseux au-dessus des yeux qui est assez développé. Et il se trouve qu'un des crânes découverts à la Denise a un bourrelet osseux développé, et donc certains savants vont dire que l'homme de la Denise est un homme de Néandertal. Et puis dans les années, donc ça on est dans les années 1872, donc dans le 19e siècle, et il se trouve que bien plus tard, dans les années 1930, d'autres scientifiques, notamment l'anthropologue Lucien Maillet et Charles Despéré, qui étaient professeurs à l'université, à Lyon, vont considérer l'homme de la Denise non pas comme un homme de Néandertal, parce qu'ils vont faire des mesures sur les ossements et se rendre compte qu'en fait l'homme de la Denise est un Homo sapiens, mais un Homo sapiens aussi ancien au regard du contexte géologique est une idée dérangeante pour l'époque, et donc ils vont considérer que c'est un Homo sapiens primitif, archaïque, et à l'époque ils vont comparer cet homme de la Denise aux aborigènes australiens, en considérant que voilà, ces caractères-là, par exemple le bourrelet osseux frontal, est un caractère primitif. Et en fait, il se trompe complètement, puisqu'il faut se rendre compte après que même au sein d'une espèce, les caractères varient. Et en fait, ces ossements humains sont tout à fait récents et n'ont rien à voir avec un Homo sapiens primitif. Alors il faut bien sûr se remettre dans le contexte de l'époque, où on supposait, du moins certains savants, défendaient l'idée que Homo sapiens avait préexisté à l'homme de Néandertal, et que l'homme de Néandertal en fait était une sorte d'espèce dégénérée, une sorte d'erreur de la nature, ce qui est une grossière erreur scientifique avec du recul, et que l'Homo sapiens avait existé bien avant cet homme de Néandertal. Alors bon, on a des formes aujourd'hui archaïques effectivement de l'Homo sapiens, qui sont bien plus anciennes, mais l'homme de la Denise n'a rien à voir avec cette histoire-là. Ces découvertes-là, hein, comme les Homo sapiens qui ont à peu près 300 000 ans, pour les plus vieux qu'on connaisse aujourd'hui. Et cet homme de la Denise, en fait, s'est avéré être un Homo sapiens bien plus récent. Ces ossements sont tout à fait récents, historiques probablement. Vous parlez de relégation de l'homme de la Denise aux marges de l'histoire. Pourquoi parler de marge ? Alors, cette relégation dont je parle, c'est l'histoire récente de l'homme de la Denise. C'est-à-dire que pour faire simple, on a tout d'abord cet homme de la Denise comme nouvel objet de science, donc à la fin du 19e siècle, la découverte de l'homme fossile. Dans les années 30, cette question de l'anthropologie physique, donc à quelle espèce, qui sont ces hommes de la Denise, et puis plus récemment, en fait, c'est-à-dire après 1969, une fois qu'on a mis en évidence que ce sont des ossements récents, cette histoire de la Denise est complètement oubliée, c'est-à-dire que pour bon nombre de chercheurs, l'homme de la Denise est une sorte de... pour certains est une erreur bien sûr de la science, et puis certains vont considérer que c'est encore un fossile qui a une importance scientifique. Et alors pourquoi parler des marges de l'histoire ? C'est parce que cet homme de la Denise est un cas incertain, et en fait parce que certains entretiennent le doute sur cet homme de la Denise. Certains considèrent encore qu'il a une valeur scientifique, qu'il dit quelque chose de l'histoire humaine, alors que pas du tout. Et donc il est relégué aux marges de l'histoire dans le sens où les paléoanthropologues ne vont plus s'attarder là-dessus, même si certains vont continuer à en parler, ou du moins à le citer, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'homme de la Denise comme un objet scientifique, mais on le cite simplement comme une histoire, une anecdote de cette histoire de la paléoanthropologie. Et donc on ne va plus lui accorder d'importance scientifique, ça va rester quelque chose de marginal. Et c'est-à-dire après 1969, on n'a plus de papier scientifique écrit par des savants qui vont parler de cet homme de la Denise comme un objet d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Certains, à l'échelle locale, vont quand même persister à croire que cet homme de la Denise a une importance et signifie quelque chose.
Mais du point de vue de la science de la paléoanthropologie, cet objet n'a plus de valeur. Il n'a qu'une valeur au regard de l'histoire des sciences. Comment a évolué l'intérêt pour cette affaire de l'homme de la Denise au fil du temps, pour les scientifiques et pour l'opinion publique? Alors, il est très facile, on va dire, de voir comment est-ce que les scientifiques ont perçu cet objet au cours du temps, puisqu'on se base sur leurs publications. Pour ce qui est de l'opinion publique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une question que je me suis souvent posée, c'est-à-dire que se passait-il quand, en 1844, on annonçait avoir découvert un homme fossile dans les environs du puits? Qu'en pensaient les gens? On peut pas le savoir. je l'ignore. Après, j'imagine que beaucoup de gens étaient indifférents à ces questions ou n'étaient pas, avaient d'autres préoccupations que ces questions-là, ces questions scientifiques, qui sont des questions qui sont restées traitées que dans le milieu érudit local, qui ont intéressé les gens qui avaient du temps et de l'argent à consacrer à ce type de questions. Comment l'intérêt pour l'homme de la Denise a évolué? J'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, c'était une question scientifique capitale. Ensuite, au début du XXe siècle, la question était plutôt de savoir quel était, une fois qu'on avait admis l'existence de l'homme préhistorique, qui était cet homme préhistorique. Et puis une fois qu'on a compris que ces ossements qui avaient été découverts en fait n'avaient rien de préhistorique, cet intérêt s'est disloqué. Les gens y ont porté moins d'importance et on le voit quand on fait l'histogramme des publications. On a beaucoup de publications au 19e siècle là-dessus, un petit peu moins déjà dans les années 30 parce que certains savants, et notamment par exemple Marcelin Boule, qui était un géologue originaire du Cantal et qui a fait sa carrière au Muséum d'histoire naturelle à Paris, avait remis en cause l'ancienneté de l'homme de la Denise. Donc déjà, cet objet était pris avec des pincettes par certains savants, même si d'autres accordaient à cet objet beaucoup d'importance, comme les scientifiques lyonnais dont j'ai parlé précédemment. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a mis en évidence, grâce aux analyses chimiques en 1969, que ces ossements étaient récents, forcément, ils ont été relégués aux marges de la discipline scientifique. Le faux nous dit-il le vrai ou le vrai nous dit-il le faux? Ah, quelle belle question. Alors, moi, je m'attarderai plus sur ce que le faux nous dit du vrai. Parce que, bien entendu, beaucoup ont considéré cette découverte comme vraie et ont essayé de lui faire dire quelque chose d'un point de vue scientifique. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est comment est-ce que cette affaire de supercherie, comment est-ce que le faux nous dit quelque chose, et nous dit quelque chose, en fait, du monde social. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir comment est-ce que, localement, les érudits locaux vont utiliser cette découverte pour valoriser, bien sûr, leur patrimoine, valoriser leurs travaux à eux, et puis se donner une place dans le monde savant. Parce qu'au 19e siècle, parler d'un homme fossile, c'est ça. C'est se faire voir dans le monde savant. Et ça a été tout à fait réussi, puisque des sommités, on va dire, de l'époque, sont venus au puits pour voir cet homme fossile, pour constater la découverte, pour visiter le gîte, pour s'interroger, pour se poser des questions. Il y avait quand même il y avait bien sûr une véritable démarche scientifique. Mais si on regarde dans le fond de l'affaire, il y a quand même une volonté, bien entendu, de mettre en avant cet homme fossile, même s'il y a des doutes sur l'authenticité de cet homme fossile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière, il y a une économie des fossiles, qu'on les vend, qu'on s'est fait de l'argent avec ça, et que la place au sein de la société des érudits locaux n'est pas la même que celle du découvreur. C'est-à-dire que celui qui a fabriqué le fossile, bien entendu, n'avait pas le même mode de vie que celui qui a profité du fossile pour, bien sûr, exposer cette découverte au monde savant et profiter, bien sûr, d'une certaine forme de notoriété. Donc, en fait, cette supercherie archéologique nous parle directement du monde social, et c'est le cas dans beaucoup d'autres cas de supercherie. Est-ce qu'une erreur de ce type peut-elle se reproduire à l'avenir? Alors oui, tout à fait. Les erreurs et les mystifications en science sont fréquentes. Et déjà à l'époque, de toute façon, il y a eu d'autres hommes fossiles qui étaient complètement faux. Et ceux qui sont intéressants sont notamment ceux du Moulin Quignon. Alors le Moulin Quignon, on est à peu près à la même époque que la découverte de la Denise.
Et puis on a donc un savant, qui est un savant picard, Jacques Boucher de Perthes, qui lui a trouvé des outils préhistoriques dans des couches géologiques où on avait trouvé des ossements de faune ancienne disparue. Et donc c'était la première preuve qui a été validée à l'époque par la communauté scientifique qu'on avait que l'homme, enfin que du moins un hominidé avait coexisté avec les faunes humaines. Mais on disait à ce Jacques Boucher de Perthes, c'est très bien, on a ici des outils fabriqués par l'homme, parce que quand vous voyez un biface, vous voyez bien que c'est pas un caillou naturel. Donc on a un outil façonné, des faunes anciennes associées, mais où se trouve le fossile humain ? Et Jacques Boucher de Perthes avait promis une prime aux ouvriers qui travaillaient dans la carrière s'ils trouvaient un fossile humain. Et dès qu'il a annoncé cette fameuse prime, très rapidement, on s'est mis à découvrir un fossile humain dans la carrière. Et en fait, les carriers avaient pris des ossements humains d'un cimetière du Moyen-Âge, je crois que c'était un cimetière de l'époque de la peste, avaient pris des ossements humains et les avaient insérés dans les couches géologiques. Donc en fait, c'était des argiles et des sables, donc c'était très facile d'introduire des ossements dedans. Et donc, ils avaient introduit des ossements humains récents du Moyen-Âge dans cette couche qui contenait des outils préhistoriques, pour le coup véritables. Et comme ça, ils ont créé une véritable polémique, la polémique du Moulin Quignon. Et un deuxième... Géographiquement, c'est où ? En Picardie, donc vers Amiens, pas loin d'Amiens. Deuxième cas de supercherie qui a eu lieu un peu plus tard dans l'histoire, 1912, l'homme de Piltdown, où en Angleterre, un fraudeur s'est amusé à associer un morceau de crâne humain avec une mâchoire de chimpanzé pour faire croire qu'il avait trouvé le maillon manquant entre le singe et l'homme. Et cette supercherie a fonctionné pendant assez longtemps. Certains paléanthropologues se sont posés beaucoup de questions sur ce fossile. Et donc de 1912 jusqu'aux années 40-50, certains ont considéré que ce fossile avait été vrai jusqu'à ce qu'on démontre aussi, grâce aux analyses, qu'on avait affaire à des ossements récents et qu'on avait associé deux ossements d'espèces complètement différentes. Il y a quelques années en Angleterre, on a retrouvé le corps de Richard III, ancien roi d'Angleterre. Oui. Vous y croyez ? Ça, j'ai pas assez creusé la question, donc je pourrais pas dire. J'en sais rien. Merci beaucoup Timothée d'avoir répondu à notre invitation Altistoria. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours aussi fidèles pour écouter l'émission. Je vous dis à très bientôt. On espère qu'on vous a passionné en vous emmenant dans cette histoire de supercherie archéologique, l'homme de la Denise. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission Altistoria, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.